Et si l'histoire de la découverte de l'Amérique, telle qu'on nous l'a toujours racontée, n'était pas toute l'histoire ? Aujourd'hui, on va plonger dans une chronique vraiment fascinante, tirée directement des sources, l'histoire d'une flotte africaine qui aurait, tenez-vous bien, bravé l'Atlantique bien avant Christophe Colomb. Alors, est-ce que c'est possible? Des Africains qui auraient traversé l'Atlantique des siècles avant Colomb? C'est une hypothèse audacieuse, c'est sûr, une qui pourrait carrément réécrire un chapitre entier de l'histoire. On va parler de rois incroyablement ambitieux, d'océans pleins de mystères et de traces assez énigmatiques qui pourraient relier deux continents qu'on pensait séparés. Bon, pour comprendre cette histoire, il faut complètement changer de décor. On oublie l'Europe pour un instant. Notre récit, il commence en Afrique de l'Ouest, au cœur de ce qui était à l'époque l'un des empires les plus riches et puissants du monde, l'Empire du Mali. Et attention, quand on parle de l'Empire du Mali au XIVe siècle, il ne faut pas imaginer un petit royaume isolé, pas du tout. C'était une plaque tournante du commerce mondial, surtout grâce à l'or. On parle de richesse immense, d'une ambition folle et d'une vision du monde qui allait bien au-delà de leurs frontières. Alors, d'où vient cette histoire de voyage transatlantique ? Eh bien, elle nous est parvenue grâce à un personnage légendaire, l'un des souverains les plus célèbres du Mali, Mansa Moussa. Et il l'a raconté lors de son pèlerinage tout aussi légendaire à la Mecque. Et voilà le point crucial. Mansa Moussa ne parlait pas de lui, non. Il racontait l'histoire de l'empereur qui était là avant lui, son prédécesseur, Mansa Aboubakari II. Et cet Aboubakari II, il était obsédé par une seule chose, découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il voulait absolument savoir jusqu'où cette mer pouvait bien aller. Alors pour sa première tentative, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a équipé une flotte de 200 navires. Imaginez un peu, 200 bateaux remplis d'hommes avec assez de provisions pour tenir des années. C'était une expédition d'une audace folle, sans aucune garantie de retour. Et après un temps qui a dû paraître une éternité, un seul bateau est revenu. Un seul. Le capitaine a raconté une histoire terrible. Il a parlé d'une sorte de fleuve en pleine mer, avec un courant hyper violent. Les autres bateaux ont continué et ils ont tout simplement disparu, engloutis. On pense aujourd'hui que c'était sûrement un courant marin très puissant. Alors est-ce que ça l'a découragé ? Pas du tout. Au contraire, l'empereur Aboubakari II a décidé de prendre les choses en main lui-même. Il a lancé une deuxième expédition, encore plus massive. Cette fois, ce n'était pas 200 navires, mais 2000. Oui, 2000. Et c'est là que tout bascule. Juste avant de partir, il a nommé Mansa Moussa, celui qui raconte l'histoire, comme son régent. Puis il est parti, avec tous ses compagnons, direction l'ouest. Et on ne l'a plus jamais revu. Lui et ses 2000 navires disparus. C'est comme ça en fait que Mansa Moussa est devenu empereur. Son prédécesseur a tout simplement abdiqué pour poursuivre son rêve. Pendant des centaines d'années, cette histoire elle est restée un peu comme une anecdote, une note de bas de page de l'histoire. Et puis, au XXe siècle, des chercheurs se sont dit « Attendez une minute ». Ils ont commencé à faire des liens entre cette flotte perdue et des découvertes vraiment étranges faites de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique. Ok, regardons un peu la chronologie pour bien situer les choses. L'expédition d'Aboubakari, c'est aux alentours de 1311. Christophe Colomb, c'est 1492. Ça fait quasiment 2 siècles d'écart. Et puis, beaucoup plus tard, on a la découverte de ces fameuses têtes Olmec et la publication de livres comme celui d'Ivan Vencertima. C'est là que le débat a vraiment commencé. Alors, la pièce maîtresse de ce puzzle archéologique, ce sont ces fameuses têtes colossales Olmec, des sculptures en pierre absolument énormes trouvées au Mexique. C'est vrai, elles datent de bien avant l'expédition d'Aboubakari. Mais voilà, pour certains experts, leurs traits sont manifestement négroïdes. Pour eux, c'est la preuve qu'il y a eu des contacts bien avant ce qu'on imagine. Et ça nous amène au terme africoïde. C'est le mot que certains chercheurs utilisent pour décrire ces traits physiques qu'ils voient dans l'art ancien américain. Pour eux, ce sont des caractéristiques de peuples africains. Mais il faut le dire tout de suite, cette interprétation est au cœur du débat et elle est très loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Donc pour résumer, l'hypothèse repose sur 2 grands piliers. D'un côté, on a le récit mandingue, cette histoire incroyable d'Aboubacar II, consignée par écrit au XIVe siècle. Et de l'autre, on a ces artefacts, ces sculptures trouvées au Mexique qui posent question. C'est la rencontre de ces 2 éléments qui a tout déclenché. Et comme on peut s'en douter, quand on met ces 2 éléments côte à côte, eh bien, ça déclenche un débat académique assez intense. Un débat qui d'ailleurs est toujours d'actualité. Alors dans ce débat, on a 2 camps. D'un côté, il y a les partisans de l'hypothèse, comme Ivan Vencertima. Pour eux, le récit d'Aboubakari, les sculptures et même les courants océaniques qui poussent vers l'Amérique, tout ça, ça colle. C'est la preuve d'une présence africaine avant Colomb. Mais de l'autre côté, il y a les sceptiques. Et leurs arguments sont solides aussi. Ils disent « Où sont les preuves irréfutables ? Pas de plantes africaines, pas de mots africains dans les langues amérindiennes, pas de traces ADN. Et puis, est-ce que les bateaux de l'époque étaient vraiment capables de faire ce voyage ? C'est une vraie question. Bon,
Avec tout ça, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire incroyable? Faisons le point sur ce mystère. Premièrement, l'histoire du voyage d'Aboubakari II, elle existe. Elle est documentée au XIVe siècle. Ce n'est pas une invention récente. Deuxièmement, les découvertes au Mexique, elles sont intrigantes, c'est un fait, même si leur interprétation est très controversée. Troisièmement, il faut être clair, la preuve définitive, généralisée d'une présence malienne, on ne l'a pas. Ce qui est sûr, c'est que cette théorie, elle nous force à regarder l'histoire différemment, avec une perspective qui n'est pas uniquement centrée sur l'Europe. Et c'est pour ça que le débat continue. Au final, cette histoire de la flotte perdue du Mali nous pousse à nous interroger sur ce qu'on croit savoir, sur ce qu'on pense possible. Et ça nous laisse avec cette grande question en suspens. Est-ce un chapitre caché de l'histoire du monde ou un mythe moderne, aussi fascinant soit-il? Le mystère reste entier. Et c'est peut-être ça aussi qui nous rappelle que l'histoire n'est jamais vraiment gravée dans le marbre.